Est-ce que là, ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Je m'entends plus. Par contre, toi, je t'entends pas. Là, ça va mieux, ouais. Super. C'est bon? Excellent. Alors, je vais reprendre un peu, comme ça tout le monde va entendre. Donc, je Yes. disais que Ok. j'ai une formation initiale en informatique, hein, donc je suis toujours informaticien. Je travaille dans tout ce qui concerne ce qu'on appelle la transformation digitale. J'aide des entreprises à mieux utiliser les outils numériques dans différents process. Mais j'ai une double casquette parce que tout au long de mon parcours, je me suis formé dans les sciences islamiques. J'ai D'accord. eu la chance aussi de passer des séjours dans des pays musulmans comme l'Égypte, la Jordanie, où je me suis perfectionné sur la langue arabe. Mais donc j'ai commencé un cursus, on va dire, à l'Institut Usuluddin, où j'avais fait un certificat en sciences islamiques. Et D'accord. ensuite, j'ai Ça, poursuivi avec un ça c'est master en en France? gestion des entreprises et enfin un master en civilisation musulmane, où là, on va dire, je me suis spécialisé dans la finance islamique avec mon professeur de recherche. Et je me suis beaucoup intéressé parce que tout simplement à l'époque, lorsqu'on recherchait de la littérature en finance islamique francophone, on n'en trouvait quasiment pas. Et là, je parle d'il y Ouais, il a n'y avait pas. 10 ans en arrière. Donc, je me suis dit, il y a un problème. Je pense qu'il faut quand même pouvoir aider les musulmans francophones à un peu comprendre cette finance. Et à ma grande surprise, dans les recherches que j'ai faites, j'ai une maison d'édition qui m'avait contacté justement pour publier mes recherches. Et ensuite, elles ont été republiées. Et je me suis surtout concentré sur la finance islamique en Europe. Hein, donc, l'Europe, c'est D'accord. devenu un continent avec plus de 20 millions de citoyens européens de confession musulmane qui sont des actifs, Subhanallah. qui gagnent leur vie, qui veulent justement être propriétaires, qui veulent investir, qui veulent épargner et qui veulent également être en phase avec leurs valeurs, les valeurs éthiques que prône leur religion. Donc, tout ce que aujourd'hui j'essaie de faire, c'est de contribuer à aider tous nos sœurs et nos frères à un peu comprendre mieux quelles sont les différentes options possibles pour garder cette éthique dans la dépense de nos biens et de tout ce que l'on gagne. D'accord. Mais du coup, ton livre, tu l'as publié à quel moment? C'est-à-dire ça, le livre, c'est on va dire le résumé des études que tu as faites, c'est ça? Ou c'est quelque Oui. chose qui n'a rien à voir? Alors, c'est initialement, il y a eu une première publication des éditions universitaires européennes qui avaient trouvé ça très D'accord. bien parce qu'il y avait quasiment pas de littérature chez eux. Et ensuite, je l'ai republié en approfondissant les recherches sur les différents pays européens. Hein, parce que aujourd'hui, on parle de l'Europe. L'Europe, c'est quand même les 27, c'est l'Angleterre, donc on a quasiment une trentaine de pays. Et j'ai essayé d'enrichir la recherche et ça a été republié. Et ensuite, comme c'est un livre qui touche un peu tous les citoyens musulmans de l'Europe, il a été traduit en quatre langues en plus. Donc il y a 5 langues aujourd'hui, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le français. Inch'Allah. Allahu Akbar. D'accord. Euh, du coup, est-ce que tu peux juste nous dire qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements euh, de ce que tu as écrit en résumé? Qu'est-ce que toi tu as remarqué? Enfin, parce que je sais que tu parles un peu d'état des lieux dans ton bouquin. Donc juste pour qu'on se fasse une idée, qu'est-ce qui a retenu ton attention à toi en particulier? Alors, je pense que le premier constat, c'est que c'est un sujet qui est inconnu. Lorsqu'on parle de finances islamiques, les premiers à être dans le doute, à ne pas comprendre, ce sont les musulmans. D'accord? Non, C'est une non, ouais, ouais. finance qu'on a toujours vue comme exotique. Finance islamique, c'est quoi le lien? Est-ce que ça veut dire que dans l'islam, il y a un type de finance particulier? Est-ce que alors ça c'est une réalité que je vois dans mon quotidien et dans mon entourage que beaucoup de gens ils se posent Mhm, la question. Bon, c'est on va dire une réalité qui était un peu similaire à ce qu'on a vu avec le halal il y a 30 ans en France. D'accord? Il y a 30, 40 ans en mhm. France,
il y avait quand même beaucoup de musulmans en France, mais le halal, c'était quelque chose de bizarre. On se disait, mais de quoi on parle quand on parle de viande halal? Les gens consommaient la viande sans se soucier, en particulier, est-ce qu'elle était halal ou pas. Et on a vu progressivement, en l'espace de 20 ans, il y a une industrie de D'accord. la viande halal qui s'est installée parce qu'il y a quand même eu un effort qui a été fait au niveau local pour expliquer à une bonne partie de la population musulmane qu'est-ce que ça voulait dire. Et enfin, on est D'accord. en train de vivre la même chose avec la finance islamique, c'est que pendant des années, euh, les musulmans n'arrivaient pas à comprendre quelle est la différence entre acheter une maison euh, via un prêt à intérêt dans une banque classique et faire un financement murabaha. Donc ça, c'était une réalité qui est due au fait que les musulmans d'Europe sont des musulmans qui se construisent au fil des années. Ce sont des musulmans qui sont en train d'établir un certain nombre de valeurs parce qu'ils sont pas dans un pays où ces choses sont ancrées dans la Constitution, sont ancrées dans le mode de fonctionnement des institutions financières. Donc, on est en train de se construire. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que c'était un sujet inconnu et c'est pour ça que j'ai voulu justement consacrer du temps à faire des études et des recherches dessus. Et que donc, au fil de l'eau, on se rend compte que les gens ils disent oui, mais c'est logique après tout que on veuille de l'éthique. Et donc, ça, c'est le premier enseignement, c'est que il y a aujourd'hui au niveau de la communauté musulmane, de façon globale, que ce soit en Europe, en France ou dans les autres pays, Mhm. un certain questionnement sur de quoi on parle. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de confusion sur certains concepts. C'est-à-dire que on n'arrive pas à concevoir de quoi on parle lorsqu'on parle de finances islamiques, la différence concrète, qu'est-ce que c'est? Même pour les gens qui s'y intéressent, ils n'arrivent pas. Eh bien, c'est là où on est obligé de revenir euh, à notre livre saint qui est le Coran pour comprendre de Non. quoi le Coran parle. D'accord? Donc, on a parlé en Mhm. thème du sujet de la question de l'argent dans la société. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire le fait Ouais. d'avoir des biens et quelle est la place de l'argent dans la société. Donc tous ces thèmes-là, ils sont très liés, d'accord? Ils sont très très liés. Et Mhm. ce que je voulais dire ici, c'est que la question la plus, on va dire, classique que j'entends de mes coreligionnaires, c'est quoi la différence entre l'intérêt et le profit, d'accord? Quelle est la différence Ouais. entre l'intérêt et le profit? Ouais, parce au final, quand, par exemple, tu prends un organisme islamique, il va acheter le bien, il va te le revendre en faisant un bénéfice, et en gros, on va te comparer ça à ce que tu paierais comme intérêt si tu achetais une maison via une banque, par exemple, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la question qui D'accord. revient le plus et c'est la question la plus incomprise. Alors, il y a deux réponses qu'il faut donner à cette question, qui est la plus répandue. C'est Mhm. la question de la sacralité, du fait Bah que oui, bien sûr. lorsque l'on parle de l'intérêt, en tant que musulman, le Coran stipule Dieu a rendu licite la vente et a interdit l'intérêt. D'accord? Donc l'intérêt en lui-même, il est stipulé clairement dans le Coran qu'il est interdit. Maintenant, qu'est-ce que l'intérêt? L'intérêt, c'est de dire que on va utiliser l'argent comme source de profit par rapport à une transaction. Donc, j'ai besoin d'une maison, j'emprunte 100 000 euros à une banque, elle me dit, tu vas me rembourser 150 000 euros sur 10, 15 ans. Donc, ces 50 000 euros, ils sont justifiés juste par le fait que c'est l'argent qu'elle me Qu'on t'a donne. prêté de l'argent. Alors, D'accord. c'est là où la majeure partie des ulama contemporains estiment que cette transaction, elle n'est pas licite vis-à-vis des enseignements de l'islam. Donc je dis la majeure partie parce qu'il y a toujours une minorité qui essaie de justifier ça, mais c'est une très faible minorité. Mais la majeure partie des ulama sunnites contemporains estiment que cette transaction elle est illicite parce que l'argent en lui-même ne Mhm. peut pas être une source de revenus dans une transaction. Ce que l'islam D'accord. promeut, c'est le partage des risques et profits. Donc, ça veut dire que la banque, elle prend un risque très minime en disant, je te donne 100 000 euros
et que tu me rembourses 150 000 euros. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les banques traditionnelles, à partir du moment où on a un défaut de paiement pour 1 ou 2 mois, on a des rajouts au niveau de l'intérêt. Donc, on se retrouve à devoir payer beaucoup d'agios parce qu'on n'a pas pu payer. Donc, c'est cette logique-là d'utiliser l'argent pour gagner de l'argent qui n'est pas considérée comme éthique. Ce que l'islam, en revanche, promeut, c'est de dire, oui, une banque peut vouloir faire du profit à travers une transaction, mais le profit ne va pas se faire à partir de l'argent qu'elle donne en contrepartie d'un temps qu'elle accorde à l'emprunteur. Non, le profit va se D'accord. faire par le fait Sur le qu'elle bien. va elle-même acquérir le bien, donc elle va l'acheter. Donc, quand on dit qu'elle va acheter le bien, ça veut dire qu'aussi qu'elle prend un risque de faire une transaction, que entre l'instant où elle achète le bien et l'instant où elle va la posséder et l'instant où elle va la reprendre, il y a beaucoup d'incidents qui peuvent se produire. Donc, un exemple qui est assez classique, c'est de dire si la banque achète le bien, une maison, avant de la revendre à son client et qu'entre-temps, la maison, elle brûle, eh bien, le client, il n'a rien à devoir à la banque, c'est la banque qui prend tous les frais liés à cet incident-là. Donc ça, c'est un premier risque que la banque, elle prend. Ensuite, D'accord. on n'est pas en phase d'une transaction basée sur l'intérêt, on est en face d'une transaction qui est purement commerciale. J'investis sur un bien, il m'appartient et je la revends avec une marge. Donc ça, c'est licite. Et c'est basé sur D'accord. une économie réelle. C'est ce qu'on appelle une économie réelle. Parce que j'ai mis mon argent sur un bien tangible et là, ce bien tangible-là, je peux le revendre avec une marge. Là où dans une transaction à intérêt, on n'a pas de bien tangible du côté de la banque ne donne que l'argent. Et donc, c'est cette question-là qui est la plus incomprise, mais qui généralement, lorsqu'on l'explique, les gens finissent par comprendre. Donc là, si on résume ton propos, donc la première des choses qu'on doit mettre devant nous, c'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et d'avoir la certitude que dans l'ordre d'Allah, il y a notre bien. Et Tout que à fait. quand Allah Ta'ala a rendu illicite l'intérêt, on n'est pas dans le calcul de combien je vais acheter mon bien et combien me coûte on n'est pas dans des calculs, on est dans des principes. Tout à fait. Allah Ta'ala, il autorise une chose, il interdit une chose. Ensuite, tu as dit, on ne peut pas faire de l'argent à partir de l'argent, c'est ça? Tout à fait. Donc, voilà, ça c'est une chose qui n'est pas autorisée. Donc, dans le dîn, tu ne fais pas d'argent à partir de l'argent. Et c'est ce qui pose problème aussi dans leur mode de financement. Et le troisième point que tu as évoqué, c'est de dire que en islam, le risque est partagé entre le financeur et l'acheteur, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Partage de Ça, risque c'est et les de principes profit. ça, c'est les principes à retenir hein, par rapport à ce point-là. Oui. D'accord, très bien. Vas-y, je te laisse continuer. Alors ensuite, donc ça c'est la question la plus répandue qu'on a chez beaucoup de musulmans. Ensuite, il y a, on va dire, deux autres principes qui sont liés à la finance islamique, qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Le second principe, c'est de dire que l'islam promeut une société équilibrée, d'accord? Et Ouais. donc tout ce qui a un impact sur l'équilibre de la société est prohibé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas Subhanallah. investir dans tout ce qui est des industries de l'alcool. Et on voit aujourd'hui le Ouais. drame de l'alcool dans les sociétés contemporaines. On ne peut pas investir dans des sociétés qui, on va dire, font de la pornographie ou bien un certain nombre de divertissements qui poussent les gens aux excès. D'accord? Et ça, D'accord. encore une fois, c'est pas une interdiction pour une interdiction, c'est juste du rationnel. C'est de dire qu'on voit bien aujourd'hui, même les sociétés les plus développées, elles reconnaissent que ces industries-là font beaucoup de maux à leur société. D'accord? Donc l'islam dit, Ouais. oui, ton argent, tu peux l'investir, mais attention, il faut pas l'investir dans des choses qui vont blesser les êtres humains, parce que tu vas contribuer à propager le mal dans la société. D'accord? Non. Donc ça, c'est un deuxième principe important, c'est la licéité de l'investissement et là où on le met. Ensuite, un troisième point, c'est l'interdiction de la spéculation, dans le sens où on évite de déstabiliser les échanges
sur la base de choses qui n'existent pas. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on est à l'époque. Oui. Excuse-moi, dis-moi, je te coupe. Est-ce que simplement tu peux nous définir ce qu'est la spéculation? D'accord. Qu'est-ce que ça englobe? D'accord. Donc la spéculation, c'est tout type de décisions qui sont basées uniquement sur des suppositions de hausse ou de baisse de prix sans que ça soit attaché à une économie réelle. D'accord? Donc, c'est pas basé au fait que on a des terrains, on a des immeubles, on a des champs. On se base sur le fait que je pense que ceci va pouvoir avoir une valeur qui va exister dans 1 ou 2 ans. Donc, j'ai investi dessus. Je vais donner un exemple très simple et on comprendra. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde me pose cette question et beaucoup de gens se posent cette question sur les crypto-monnaies. D'accord? Parce que c'est un nouveau phénomène. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans les crypto-monnaies pour s'enrichir parce que tout simplement, on estime que c'est le futur et il y a des gens qui s'enrichissent, hein. Mais pourquoi, par exemple, une bonne partie des crypto-monnaies aujourd'hui ne sont pas autorisées par les savants musulmans? C'est parce qu'il y a ce phénomène de spéculation qui est, on va dire, exagéré. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est inventée par un groupe d'individus. D'accord? Généralement, c'est pas lié à un État, donc justement, ça, c'est une autre chose dont on pourra discuter. Mais c'est un groupe de gens qui disent, voilà, on va créer une monnaie qui est virtuelle, qui est numérique et qu'on va stocker dans des endroits sur différents ordinateurs. Donc, du jour au lendemain, il y a des gens, ils vont dire, bon, on va mettre cette monnaie sur un marché virtuel. Et des gens, ils vont dire, bon, cette monnaie-là, je pense qu'aujourd'hui, elle peut valoir beaucoup d'argent plus tard. Alors que la monnaie elle-même, elle n'est pas attachée ni à de l'or, ni à de l'argent, ni à du cuivre, ni à un quelconque type d'actif. Donc cette monnaie, elle commence à aller, on va dire 0,1 centime d'euro, 0,2, et les gens, ils commencent à dire oui, on pense que cette monnaie-là, elle va pouvoir valoir beaucoup, et les gens commencent à investir alors que cette monnaie, elle n'est pas. Donc on spécule. On spécule sur le coût de cette monnaie dans l'avenir. D'accord? Eh bien, c'est ce que l'islam interdit. Pourquoi? Parce que une monnaie, par exemple, dans une société, elle est censée stabiliser la société. Si aujourd'hui, 1 euro, je peux acheter une baguette tradition, bon, c'est bien. Ah bien, si demain, avec 1 euro, j'achète un vélo, c'est quand même déjà déstabilisant. Après demain, avec 1 euro, j'achète une voiture, c'est encore plus déstabilisant. Et encore, dans un an, j'achète avec 1 euro un appartement, la société, elle perd toutes ses bases. Donc, c'est pour ça qu'une monnaie doit être stable. Eh bien, les crypto-monnaies, elles sont tellement instables. On voit un bitcoin qui commence à 100 dollars et qui finit à 60 000 dollars. On voit que là, il y a une instabilité qui déstabilise toute la société. Donc là, cet aspect spéculatif-là que l'on voit dans les crypto-monnaies aujourd'hui et que l'on voit aussi parfois en bourse lorsque parfois on voit des actions où les gens se ruent pour acheter alors que la société en elle-même, c'est une société qui ne crée pas de valeur. Donc les gens, ils achètent et du jour au lendemain, la société tombe en faillite et tout s'écroule et donc on a spéculé. Donc c'est pour ça que l'un des principes fondamentaux de la finance islamique, c'est que toutes les transactions sont attachées à une économie réelle. On parle en actifs. Tout ce que l'on essaie d'investir, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des terrains, c'est des immeubles, des maisons, d'accord, de la marchandise. On parle sur une économie réelle de choses qui existent, qui ont une valeur aujourd'hui et sur lesquelles cette valeur, elle peut augmenter, mais au moins ça existe. Et si on commence à vouloir générer une économie sur des choses qui n'existent pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes, où on a justement commencé à créer de la monnaie, à faire des prêts à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser. Et au fil des années, du jour au lendemain, tous ces prêts-là
se sont écroulés parce qu'il y avait personne pour les rembourser et ils ont été donnés aux gens. Et donc aujourd'hui, on voit quelque chose de similaire en Chine. Si vous suivez l'actualité, il y a également ce crash de Evergrande qu'on est en train de voir. Donc on voit que la Mhm. spéculation, elle est en train vraiment de ronger l'économie mondiale. Et c'est ça que l'islam ne veut pas, c'est de dire que on veut une société où les transactions sont basées sur des choses qui existent et que les négociations se font sur la base d'éléments tangibles, pas d'éléments virtuels sur lesquels les gens spéculent jusqu'au jour où tout s'écroule. D'accord. Du coup, tous ces groupes, tous ces gens qui spéculent et qui amènent justement ce genre de catastrophe, bon, c'est à l'échelle mondiale. Maintenant, euh, quel, euh, quel regard ces gens-là portent sur la finance islamique? Est-ce que les grands groupes ils voient ça comme une solution, comme une opportunité, ou est-ce qu'ils voient ça comme un problème par rapport à Alors, leur mode de fonctionnement? alors, c'est une très bonne question. Lorsqu'on parle de grands groupes, moi j'ai envie de dire même on parle d'États aussi. Hein. On a Ouais. des États Mhm. aujourd'hui qui se posent la question de la place d'une finance plus éthique. Il y a beaucoup de politiques qui y pensent. Et je vais donner l'exemple de la France. Lorsqu'il y a eu en 2008 la crise des subprimes et que donc on a eu ce crash des marchés financiers qui s'est traduit par la suite par, on va dire, des ramifications sur les économies des plus grands pays d'Europe, bah, les pays se Mhm. sont arrêtés, ils ont dit, attendez, il faut qu'on s'arrête un petit peu pour repenser notre finance. Par exemple, la campagne présidentielle de 2012, il y avait beaucoup le thème de la finance qui avait été abordé entre Oui, je me souviens. Hollande et Sarkozy parce que on se rend compte qu'il y a un problème à résoudre. Donc à l'époque, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, elle s'est dit, ah non, il faut qu'on essaie de résoudre ce problème. D'une part, en essayant, nous, pays d'Europe, d'attirer des investisseurs musulmans qui sont attachés à un certain nombre de valeurs. Donc c'est là où il y a beaucoup de choses qui ont été réformées pour déjà permettre d'avoir une finance un peu plus éthique qui est basée sur une réalité. D'accord? Maintenant, Mhm. on a forcément aujourd'hui un contraste. Et ça, c'est des chiffres. Aujourd'hui, on estime la population mondiale à entre 7 et 8 milliards, bientôt 8 milliards. On a à peu D'accord. près 1,5, 1,8 milliards, on va dire 1,8 milliard de musulmans. D'accord? Donc, on pourrait Mhm. s'attendre à minima que la finance islamique ou la finance qui est basée sur des principes éthiques du Coran et de la tradition prophétique, elle représente au moins un quart de la finance et Et des c'est pas le cas. transactions. Aujourd'hui, on est à moins d'1%. Subhanallah. On est à moins d'1%. C'est-à-dire que 99% des transactions aujourd'hui, elles se font sur des transactions basées sur de l'intérêt, sur des investissements qui sont parfois très douteux. Et ça, c'est un problème parce que il y a un manque de sensibilisation déjà au niveau Mhm. euh, du commun des musulmans, mais également il y a un manque aussi de volonté des États, hein, parce que normalement euh, il y a quand même beaucoup de pays à majorité musulmane. Et la question qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de créer une finance communautaire que pour les musulmans, non. Ce qu'on cherche à créer, Ça, c'est c'est un truc qui est ouvert. Et c'est une un mode de finance. fonctionnement. Voilà. Par exemple, Oui. En Malaisie, les banques qui font de la finance islamique éthique, elles ont autant de clients musulmans que non musulmans. Donc, Ouais. on n'est pas en train de créer une finance communautaire, non. On veut juste une finance stable, une finance éthique qui permet aux gens de pouvoir faire du business, faire des affaires dans le respect de principes qui sont des principes très forts d'équité, de partage des risques et des profits. On ne veut pas que tout se base sur l'injustice, sur la spéculation, sur également des investissements qui ne sont pas pérennes. Donc c'est ça en fait. Donc il y a différents, on va dire, leviers. Il y a déjà partir du bas vers le haut. Donc du bas vers le Ouais. haut, c'est toi, moi et nous qui sommes des citoyens euh,
européens, des citoyens français, des citoyens du monde de confession musulmane, d'être beaucoup plus vigilants dans comment on gagne notre argent et comment on le dépense. Parce que ça fait partie des deux questions qui seront posées à chaque être humain. Parmi les 5 questions, on va lui poser comment tu as gagné ton argent et comment tu l'as dépensé. Comment tu l'as dépensé? Donc nous, on doit être vigilant. Donc quand je dis du bas vers le haut, c'est que si tout le monde il est vigilant dans comment il gagne son argent et comment il le dépense, eh bien là déjà on va faire un premier progrès. Ensuite, il y a une deuxième étape qui sera probablement du haut vers le bas, c'est que c'est difficile de pouvoir mettre en place des institutions financières éthiques si les gouvernements n'y adhèrent pas. Parce qu'ils ont quand même le contrôle sur les institutions. Donc, si un gouvernement dit stop, par exemple, en France, en 2008-2010, on avait de grands groupes qui voulaient venir ouvrir une grande banque islamique. Il y avait beaucoup de pourparlers, mais finalement, la volonté gouvernementale y a mis un frein. À l'inverse, on voit l'Angleterre, qui est un pays où il y a quasiment 2-3 fois moins de musulmans qu'en France. Aujourd'hui, on a énormément de banques islamiques, on en a 5 ou 6 qui sont des banques exclusivement islamiques qui permettent de faire justement des transactions basées sur les produits et services de la finance islamique. Donc la volonté gouvernementale, elle est très importante pour pouvoir changer la donne. Mais déjà, si nous on commence par le bas, c'est un bon début. D'accord. Je te partage un commentaire rapidement, tu me dire ce que tu en penses. Donc il y a le frère Mashallah Rich Muslim Club qui nous dit que c'est un peu compliqué dans le sens où c'est comme travailler sur Windows et iOS en même temps, tu vois. C'est-à-dire que t'as deux systèmes différents à faire cohabiter ensemble. C'est-à-dire leur manière de faire les sous et une manière que nous on aimerait développer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible de faire cohabiter les deux, ou est-ce qu'il faut réfléchir à développer son propre système, même si c'est un taf de titan? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je vais lui répondre avec le même exemple. C'est que on a vu que dans les années 2000, 2010, on avait des téléphones de type Nokia qui ont été par la suite achetés par Windows qui dominaient le marché. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un de très inspiré qui a trouvé la bonne approche pour inventer l'iPhone. Et du jour au lendemain, la majeure partie des gens, ils ont basculé sur de l'iOS avec de l'iPhone. Donc en fait, c'est de la stratégie, c'est de la réflexion. Il y a des stratégies qui peuvent changer complètement la donne. Aujourd'hui, Apple a pris beaucoup de parts de marché à la plupart des autres fabricants de téléphones, alors qu'à la base, Apple n'est pas un fabricant de téléphone. Apple a historiquement été toujours un fabricant d'ordi. Donc on parlait de Mac. Mais l'iPhone, il est venu, il a complètement changé la donne et aujourd'hui, c'est le téléphone le plus vendu au monde. Donc la même chose s'applique au niveau de la finance islamique. C'est-à-dire qu'il faut trouver des stratégies intelligentes qui vont permettre une adoption de masse. Et surtout dans des pays avec des grandes populations musulmanes. Et ces stratégies-là, il faut y travailler. D'accord. Maintenant, on va prendre notre cas concret à nous, jeunes vivant en France. Donc, alhamdoulilah, on a des ambitions, on a des envies. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour justement développer son patrimoine, ou ne serait-ce que acheter une voiture, par exemple? Je sais qu'on en avait parlé, je t'avais demandé concernant les formes de location longue durée qu'on propose aujourd'hui dans les concessionnaires. Beaucoup se posent des questions là-dessus également. Qu'est-ce que concrètement nous on a pour faire avancer les choses, même à notre échelle, en fait, à l'échelle individuelle? Qu'est-ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Oui, très bonne question. On rentre dans le vif du sujet. Effectivement, aujourd'hui, lorsque on est actif, on est salarié et qu'on va être propriétaire, comment faire? Donc ça, c'est une première question. Alors, pendant très longtemps, c'était très compliqué, dans le sens où on n'avait pas de banque qui proposait de financement qui est en phase avec l'éthique. Donc, déjà, si on
oublie les banques. Donc, si on oublie les banques, moi, je veux acheter, on a la possibilité tout simplement d'acheter comptant pour celui qui a assez de fonds. Donc, c'est peut-être rare, Ouais, mais c'est d'accord. possible, d'accord? On peut acheter Non, c'est vrai. comptant, on peut acheter comptant quelque chose de petit, le rénover, après le revendre, avoir plus, ainsi de suite. Donc ça, c'est une approche. Faut qu'on n'exclut pas. Il y a certains biens dans les campagnes qui sont très accessibles pour des montants qui sont pas très élevés. Donc ça, c'est une approche. Ensuite, D'accord. avant même d'aller voir les institutions financières, parfois, on peut également financer des biens par emprunt avec des particuliers qui sont très aisés et qui sont de la famille ou des amis ou voilà, ça existe et parfois il y a des gens qui sont prêts à le faire sans intérêt. Tout ça pour dire que ce sont des choses que l'islam n'interdit pas. Faire un prêt sans Mhm. intérêt, c'est pas haram. Ça s'appelle même il y a un produit en finance islamique qui le prévoit. D'accord? Donc ça, c'est D'accord. la deuxième approche. Je connais quelqu'un qui est aisé et qui me prête de l'argent et j'achète mon bien et ensuite je le rembourse sur une durée. Vous allez chez un notaire et vous faites le contrat de vente. Donc jusque-là, je Alors, parle. juste interrompre, c'est-à-dire que cette méthode, parce qu'en fait, ce qui peut se poser comme problème, c'est la crainte, en fait, étant donné que c'est pas quelque chose qui est légiféré par la loi, si tu as une galère, comment faire pour retrouver tu vois, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que au niveau de la loi dans le pays dans lequel on vit, est-ce qu'il y a des choses pour pérenniser cette chose-là, c'est-à-dire cet emprunt? Parce que Alors, là, tu parles du notaire, par en exemple. fait, c'est encadré par la loi parce que vous n'allez pas faire la transaction sans passer par un notaire. Et quand on va chez un D'accord. notaire, toutes les clauses de notre accord, on peut les mettre sur le contrat. Le notaire, on va aller le voir à deux. On va dire, voilà, Mhm. on veut faire une transaction. Moi, je vais prêter à mon frère 50 000 euros pour qu'il achète mon appartement. Il va me rembourser 50 000 euros. S'il arrive à un moment donné où il n'arrive plus à rembourser, on va essayer de trouver un compromis. Il va revendre l'appartement et il me rembourse. Donc ça, c'est basé sur l'entraide et la générosité. Et c'est licite. Lorsqu'on va chez un notaire, D'accord. à partir du moment où on est d'accord sur les termes de notre transaction, rien ne nous empêche de les mettre en écrit. Donc c'est pas fréquent parce que effectivement, on va pas trouver tout le temps des gens qui sont prêts à prêter des grosses sommes comme ça. Mais c'est pour juste dire à nos auditeurs que c'est possible et qu'on Ça peut fait pas partie faire. des possibilités. Voilà. Mhm. Donc ensuite, on a la troisième option. Donc j'ai parlé du fait d'acheter comptant, j'ai parlé du fait d'aller faire un prêt sans intérêt chez une personne que l'on connaît. Ensuite, effectivement, donc la voie la plus, on va dire, naturelle, c'est de passer par Mhm. une banque. Bon. Maintenant, pendant très longtemps, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de banque qui permettait en France de pouvoir faire un crédit immobilier sans intérêt. Et ça a été l'objet de différentes discussions même au niveau des ulama où il y a eu une fatwa qui avait permis à l'époque, dans les années 90, de pouvoir faire un achat via une banque parce qu'on estimait que c'était une situation d'impératif. C'était très controversé. Il y a beaucoup Ouais, j'imagine. il y a beaucoup d'ulama qui étaient pas d'accord. Il y avait une minorité qui ont dit oui. Bref, à l'époque. Mais maintenant, on peut plus se baser sur cette fatwa-là parce que il y a une alternative. Et l'alternative, c'est que depuis 2010, il y a donc une directive qui a changé les dispositions fiscales et qui permet ce qu'on appelle al-murabaha. Donc, al-murabaha, c'est que maintenant la banque, elle va acheter le bien Mhm. via une première transaction. Donc, en gros, je vais voir une banque, je leur dis j'ai un appartement à 100 000 euros que je veux acheter. La banque va me demander toutes tous mes justificatifs de ressources et puis l'historique de mon patrimoine. Ils vont étudier le dossier. Ils vont me dire, d'accord, on vous fait une offre de financement à 120 000 euros que vous allez nous rembourser sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Donc, si moi je suis d'accord, on passe chez le notaire, la banque achète le bien et une fois qu'elle a acheté le bien, on fait une deuxième transaction où elle me le revend sur les conditions qu'on a dit. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible. Et grâce Avec une banque classique.
avec une banque, n'importe quelle banque Non, non, française, enfin, française. justement, il y a eu une première banque qui l'a faite, c'était à la banque Chabi qui a commencé, donc ils ont été pionniers en ce sens-là. Sauf que c'est une banque D'accord. qui n'a pas forcément des fonds qui peuvent absorber toute la population musulmane française, parce qu'on est quand même Ah, entre 8 et 10 millions, on va prendre allez, 3-4 millions d'actifs. Donc, ils n'avaient pas la possibilité. Du coup, l'intermédiaire, c'était le groupe 570 qui, eux, avaient un travail oui, moi, je connais. de courtage. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aider la banque à identifier les dossiers éligibles, d'accord? Et ils vont Ah, ils servent forcément, de filtre, en fait. voilà, D'accord. ils servent de filtre. Et ils ont également réussi à tisser des liens avec d'autres banques. Alors, c'est là aussi où c'est controversé parce qu'il y a des banques qui sont pas des banques islamiques, mais qui acceptent justement de faire ce type de financement sous réserve d'anonymat en disant qu'on le fait, mais il faut pas que le client en parle parce qu'ils ont peur de l'image qu'ils pourraient donner. Oui, oui, Mais, d'accord. mais, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est possible. J'invite les gens qui nous écoutent à au moins faire cette simulation parce qu'on n'a pas beaucoup de choix en France. En France, c'est aujourd'hui le groupe 570 et il y a également, je crois, d'autres acteurs, mais ils sont, on va dire, assez leaders sur le domaine. On peut faire une simulation par rapport à nos revenus, par rapport au prix du bien immobilier qu'on va acheter, et ensuite, Mhm. derrière, ils pourront nous dire est-ce qu'on est éligible ou pas, et par rapport à l'apport qu'on peut ramener. Euh, alors, je te partage juste une remarque que j'ai vue rapidement. Est-ce que tu penses que le fait de, entre guillemets, mettre la pression aux banquiers, dans le sens où, en leur disant, écoutez, on refuse tous les produits que vous pouvez nous proposer, on les refuse, est-ce que ça peut être une solution pour provoquer en fait un changement dans leur manière de fonctionner? Oui, alors, je pense que peut-être même le faire dans l'autre sens, c'est de dire si, en fait, il faut une demande, une demande qui soit globale et visible. C'est-à-dire que les Mhm. banques conventionnelles, ils ont beaucoup de clients musulmans, d'accord? Et ces clients Ouais. musulmans, il y en a certains qui font des prêts à intérêt. Donc, une banque, pourquoi elle va se lancer dans le financement éthique alors qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui le lui demandent. Donc, je pense qu'une première étape, c'est de dire, C'est les la demande, bien musulmans, sûr. Ouais. ils vont voir à leur banque et leur dire, voilà, nous, on veut faire un financement, mais je veux ce procédé-là, voici comment ça marche, c'est prévu par la loi en France, est-ce que vous pouvez me le proposer? S'il y a un effet de groupe, c'est une règle de base en économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a Ouais, ouais. une grande demande de gens qui disent, voilà, nous, on veut maintenant financer nos bien une résidence principale via ce phénomène-là, ben forcément, Mhm. il va y avoir des offres qui vont naître de plus en plus. D'accord. Tu parlais de 570 Easy. Oui. Donc eux, c'est les seuls. Actuellement, c'est les seuls sur le marché français qui font ce travail de courtage, justement de trouver de gérer les dossiers, etc. Non, alors, je crois qu'il y a également d'autres acteurs. Je crois qu'il y a Suna Capital qui le fait aussi. Maintenant, je n'ai pas assez de connaissances sur leur portée. Mais ce que je peux Mhm. dire, c'est que 570 Easy, ils ont quand même aujourd'hui une bonne implantation sur le territoire français avec de plus en plus d'agences, de plus en plus d'agents. Et donc, ils sont en train de développer aussi un modèle qui leur permet de pouvoir contacter d'autres banques qui pourront couvrir toute sa demande. Parce que la banque Chabi, à elle seule, elle ne peut pas absorber toute la demande des dossiers. Elle n'a pas assez de fonds pour ça. D'accord. Euh, et concernant les investissements, en fait, t'as vu, enfin, je pense que tu le vois aussi, il y a une grande mode trading, il y a une grande tendance sur, ben, tu as parlé des cryptos tout à l'heure. Il y a énormément de formations qui se vendent sur justement comment faire des sous à travers le trading. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu penses que, enfin déjà, qu'est-ce que dit le DIN par rapport à ça? Et ensuite, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que est-ce que ça peut valoir la peine de se former et
de chercher dans ce domaine? Oui, alors, dans l'islam, l'islam encourage l'investissement. C'est pour ça que D'accord. dans la zakat, lorsque on garde 10 000 euros dans notre compte en banque d'une année à l'autre et qu'on les touche pas, eh bien, chaque année, on sort la zakat sur ces 10 000 euros-là, jusqu'à ce qu'ils se terminent. Ça, c'est pour encourager les gens à ne pas laisser l'argent dormir. D'accord? Aujourd'hui, il y Mhm. a beaucoup de porteurs de projets. Il y a des entrepreneurs. Il y a des jeunes qui veulent ouvrir leur commerce. Il y a des jeunes qui veulent se lancer dans telle ou telle chose. Il y a des gens qui ont besoin de logement. Donc, l'argent, lorsqu'il est disponible, il faut l'investir. Ça, c'est une recommandation forte dans l'islam. Donc, on ne doit pas laisser l'argent dormir. Maintenant, il y a D'accord. différents moyens d'investir. On peut investir sur donc des investissements qui sont très sûrs. On peut investir sur des matières premières comme l'or, l'argent, le cuivre. Donc aujourd'hui, tout ça c'est licite parce que c'est des biens tangibles. On a beaucoup d'acteurs de fintech qui permettent d'investir dans l'or. Et l'or, Et la, c'est une excuse-moi, je te coupe. Et la spéculation dans ce domaine, vu que on est dans le réel, il n'y a pas de souci. Le fait non, il n'y de a pas de souci parce que les cours, ils sont liés à l'offre et la demande. D'accord? Donc, D'accord. le cours de l'or, il va monter en fonction de l'offre et la demande. Donc sur ce cas-là, il y a pas de problème parce que c'est réel, c'est tangible. Oui, c'est dans Et l'économie réelle, ouais. voilà. D'accord. Donc sur ce point-là, il y a pas de problème. Et donc, il y a différents moyens d'investir dans de l'or. On peut le faire avec les différents acteurs, comme, bon, je le cite aussi, Inaya, ils le font. Il y a beaucoup aussi de fintech qui permettent d'investir dans l'or. Ensuite, on a l'investissement sur euh, des, des actions, d'accord? Alors les actions, Mhm. c'est très intéressant parce que c'est une question que je reçois de plus en plus. C'est est-ce qu'on peut investir en bourse? Moi j'ai de l'argent, est-ce que je peux l'investir en bourse? La bourse a toujours eu une image, on va dire, très négative vis-à-vis des musulmans parce qu'on pense que tout est haram en bourse, tout est interdit en bourse. Ouais, En c'est fait, l'image qui circule, ouais. voilà. Alors que la bourse, qu'est-ce que c'est? C'est, on a des entreprises qui ont besoin d'argent et on a des investisseurs qui ont de l'argent. Donc les entreprises se présentent aux investisseurs en disant, voilà, nous, voici ce qu'on fait, voici notre projet de croissance, voici ce que l'on souhaite réaliser dans les 2, 3 prochaines années, voici notre chiffre d'affaires l'année dernière. Donc on a besoin de tant d'argent, investissez. Et donc, quand on met son argent dans cette entreprise-là, ben, l'année d'après, si elle croît, forcément, on aura des dividendes sur ce qu'elle a fait. Donc, le principe en lui-même, il est licite. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est comme de dire, je m'associe aux parts d'une entreprise et j'aurai une part des dividendes lorsqu'elle réussit. Maintenant, C'est un espèce d'investissement, en fait. voilà. Maintenant, la D'accord. subtilité, elle est de savoir qu'est-ce que, dans quoi je peux investir et comment investir. Donc aujourd'hui, on a des actions sur lesquelles on peut investir, qu'on reconnaît comme licites ou éthiques. Il y a des entreprises qui, fait de leur activité, on peut pas investir dedans. Donc on peut pas investir dans une entreprise qui vend de la bière. D'accord? On va pas Ouais, acheter des d'accord. actions Mhm. Heineken parce que tout simplement, c'est pas une industrie éthique vis-à-vis de l'islam. Et voilà, donc toutes ces industries-là que l'islam qui ont un impact nocif sur la société, on peut pas investir dessus. Par contre, rien n'empêche d'investir sur des entreprises qui font de la recherche pharmaceutique pour un vaccin. Parce que là, on voit clairement qu'au contraire, c'est même encouragé. Parce qu'ils ont besoin de fonds pour pouvoir aider l'humanité à sortir de ça. Hein, aujourd'hui, on Mhm. a des entreprises qui annoncent qu'ils ont des traitements pour le Covid. Bon, bref. Maintenant, comment les ulama, ils mesurent plus ou moins la licéité des actions sur lesquelles on investit? Parce que c'est pour ça que je dis il faut se baser également sur des index et voir est-ce que les actions sur lesquelles on peut investir, elles sont licites ou pas. Donc, il y a des ulama, des experts, des spécialistes qui prennent le temps de regarder le compte de résultat des entreprises, le bilan, pour savoir comment ils financent leur, leur business
d'où viennent les fonds et comment ils l'investissent. Et c'est là où ils vont pouvoir mettre un tampon en disant oui, cette action, vous pouvez investir dessus. Donc, il y a des applications qui permettent de le faire, qui sont gérées par des groupes de spécialistes et de ulama. Je peux donner comme ça une application qui s'appelle Islamically, une autre application qui s'appelle alors, j'ai un post sur mon Instagram qui en parle. Euh, D'accord. donc ces gens-là, c'est des gens qui regardent les différentes actions sur les grandes places de marché mondiales, qui prennent le temps d'étudier le compte de résultat de ces entreprises et qui derrière les ulama sur la base de critères. Donc c'est quoi les critères? Une entreprise, généralement, il y en a une bonne partie qui vont se financer soit par des fonds propres, soit par des investisseurs indépendants, soit parfois par des banques. Donc, ils ont mis un seuil, par exemple, que l'entreprise, elle ne doit pas être financée à plus de 30% du prêt intérêt. D'accord? D'accord. Ok. Donc, parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver une entreprise, et ça À même zéro. à zéro. Donc, Ah, donc, 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 si ce seuil n'est pas atteint, ils vont te dire cette action, tu peux investir dessus. Par contre, une fois que tu reçois tes dividendes, parce que tu vas les recevoir, tes dividendes, il va falloir les purifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que tu regardes l'entreprise, comment elle a gagné ses revenus. Est-ce que ce sont des revenus qu'elle a gagnés par ses ventes ou est-ce qu'elle a aussi des revenus qui sont liés à des intérêts qu'elle a reçus d'un placement? Parce qu'il y a des entreprises qui placent leur argent. Donc sur cette ouais. partie-là, tu vas devoir sortir en fait cette partie d'intérêt. Donc ça, c'est un avis quand même qui est relativement unanime. Il y a des avis qui sont relativement stricts en disant non, on peut pas, mais c'est des avis très minoritaires. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la plupart des ulama contemporains, ils vous disent que oui, on peut investir en bourse. Il y a des comités, des sharia boards qui supervisent un peu les places de marché en vous disant voilà, telle action, tu peux investir dessus. Et ça, en fait, on participe quand même à l'économie en investissant dans les entreprises, Tant que tu aujourd'hui, restes dans le réel, en fait. Hein. Tant que voilà, tu restes dans l'économie réelle. on Tu reste dans pars pas dans de l'économie la réelle, spéculation. on est à l'époque de la tech. Aujourd'hui, nous, musulmans, on consomme beaucoup de la tech, on consomme beaucoup d'applications, et ça, ce sont des gens qui sont derrière, qui ont besoin de fonds, et on les aide. Donc on peut pas dire que on doit être en dehors de ce monde-là. Non. Le monde de l'investissement, c'est un monde qui est licite. Il faut juste être très prudent et être encadré. Donc, ensuite, on a l'investissement immobilier avec, on va dire, des sociétés immobilières qui le proposent. Ou par exemple, si par exemple moi j'ai de l'argent, et là je peux donner l'exemple qui se fait beaucoup dans les pays d'Asie du Sud-Est, ça commence un peu en Europe, mais même en Angleterre, par exemple, vous allez avoir des sociétés qui vont dire, nous, on est spécialisé dans l'investissement immobilier et on va faire un peu de la musharaka, c'est-à-dire que moi, j'ai par exemple 100 euros, donc ces 100 euros-là, je vais les investir dans un projet d'achat euh, d'une maison que l'entreprise va acheter ou Mhm. dans le projet de construction d'un immeuble que l'entreprise va construire. Une fois que l'entreprise a construit l'immeuble et que elle commence à le louer, eh bien, tous les mois, les loyers, je vais avoir une part de ces loyers-là comme retour sur investissement. Donc ça, c'est totalement D'accord. licite parce que on est en train de s'associer. L'entreprise va recevoir beaucoup d'investisseurs particuliers, chacun 500, 200, 300 euros. Donc, ils vont tous Et mettre après, leur argent. tu repartages ce qui rentre comme loyer, tu le repartages pour tous les investisseurs. Voilà, c'est ça. Et ça, aujourd'hui, ça se D'accord. développe. Par exemple, en Asie du Sud-Est, c'est très développé. Et donc, aujourd'hui, en France, on commence à avoir des acteurs qui le font. Et ça, C'est intéressant, ça. C'est totalement licite. Ça s'appelle de la musharaka. Et on peut le faire. Il y a le groupe 570 qui est en train également de lancer des offres dans ce sens-là. On a beaucoup d'acteurs. J'ai sur mon Instagram une liste d'acteurs que vous pouvez voir pour pouvoir essayer de comprendre comment ça marche. Ensuite, on a
ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc là, c'est plus dans l'autre sens. C'est que moi, je suis un entrepreneur, je veux lever un montant de 20 000 euros pour lancer mon restaurant, d'accord? Comment je fais? Mhm. Je veux pas passer par une banque. Donc, comment je fais? Ben, j'ai l'option du crowdfunding. Donc, le crowdfunding aujourd'hui, il est très encadré. On peut pas dépenser un certain montant. On est limité à un montant de, je crois, moins d'1 million d'euros. Donc, les plateformes de crowdfunding, elles vont mettre en relation des porteurs de projets et des Et investisseurs. des donateurs. Et D'accord. des investisseurs. C'est même pas des donateurs, c'est vraiment des investisseurs. C'est-à-dire que moi, je peux venir investir dans le restaurant d'un tel, et après derrière, on va se mettre d'accord en fonction du succès de son restaurant. Il va pouvoir me rembourser et on va se mettre d'accord sur les parts que je vais avoir. Donc il y a différents modèles qui sont possibles et les plateformes de crowdfunding le font. Mhm. Maintenant, même en France, on parle de plus en plus de la finance participative, parce que Ouais, ouais. le crowdfunding, c'est le terme anglo-saxon, mais en France, on parle de finance participative, et il y a beaucoup de plateformes de finance participative. Certaines sont licites, d'autres le sont moins, parce que c'est surtout un système d'intérêt aussi. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. D'accord. Donc, pour résumer, on a parlé d'investir dans les matières premières, l'or, l'argent, le cuivre. On Ouais. a parlé d'investir en bourse sous réserve de pouvoir avoir un encadrement, de savoir quelles sont les actions licites, de pouvoir également euh, purifier les dividendes qu'on reçoit. D'accord? On Mhm. a parlé également de pouvoir investir dans Immobilier. l'immobilier à travers des agences et des sociétés immobilières d'investissement. D'accord? Et on a Mhm. également parlé du crowdfunding où on peut justement s'associer à des entrepreneurs pour les aider à lancer leur business et ensuite on partage les profits. Donc, c'est un domaine qui aujourd'hui, il est en plein essor. On a encore une grosse marge pour s'améliorer, Ah mais, ouais. mais tout ça, c'est pour dire qu'il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont possibles et on ne part pas de rien. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est spéculation sur les monnaies fiduciaires? Euh, alors, qu'est-ce que tu entends par spéculation sur les monnaies fiduciaires? En fait, j'ai vu récemment, il y a quelques temps, donc c'est ce qu'on m'a proposé, il me semble. Alors, j'ai plus les éléments sous les yeux, mais en gros, c'était de l'investissement et c'était comment dire? Ouais, c'était ça. C'était en fait, En c'était de fait, la c'est le spéculation, forex. je pense. Je pense que c'est ce qu'on, on parle du forex. Alors, Ah, c'est ça, exactement. le C'est ça. forex, c'est ce qu'on appelle le foreign exchange. C'est de dire que on va en fait acheter des dollars, Mhm. d'accord? Tu achètes des dollars aujourd'hui avec de l'euro. Et demain, lorsque le cours du dollar il baisse, ben, tu récupères ça en euros, d'accord? Et donc Ouais. il y a des les traders de forex, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils le font à la journée sur 2 jours. Et ce qui dans cela n'est pas licite, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent les swaps, c'est-à-dire que en fait ils vendent de l'argent qu'ils n'ont pas encore. D'accord. Parce que en gros, si tu achètes des dollars avec de l'euro, ah, il faut bien qu'à un moment donné, les dollars, tu les as sur ton compte. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que il va acheter les dollars, c'est encore dans le système, et Et les revend déjà. il les revend déjà alors qu'il les a pas. Et ça, dans l'islam, c'est pas D'accord. licite. Mais à partir du Ok. moment où c'est comme si demain, tu vois un frère qui te donne des dollars, tu lui donnes, alors qui te donne 10 dollars pour 8 euros. Donc toi, tu gardes tes 10 dollars, et demain, si le cours du dollar
il augmente et que le dollar il est bas, tu vas échanger ces 10 dollars pour 11 euros. Une Euh, sorte de taux de change, en fait. C'est voilà, suivre l'évolution du taux de change et suivant ça, tu vends ou t'achètes pour essayer de faire un bénéfice. voilà, c'est ça. C'est comme ça que les traders forex y font. Sauf que dans les Mhm. systèmes informatiques, c'est fait de telle manière à ce que les gens, ils arrivent à vendre des monnaies alors qu'il y a pas, la transaction n'a pas encore été finalisée sur leur compte. Et Ouais, c'est ce que l'islam ne permet pas. d'accord. Je vais essayer de revenir un peu sur on va dire notre quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qui est, tout ce qu'on nous propose aujourd'hui comme financement, comme location longue durée pour les voitures, les leasing, LOA, etc. Est-ce que c'est des produits qui sont accessibles pour nous ou pas? Sous quelles conditions? Est-ce qu'il y a si c'est pas bon, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour euh, pour se financer ou se faire financer dans ce cadre-là? Parce que moi, je suis à La Réunion. Ici, une grande majorité des gens passent par ce système de LOA. Et je t'ai déjà posé la question à un moment, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, très bien. Il y a deux choses, hein. Il y a la LLD et la LOA. Donc, la LLD, en elle-même, il n'y a pas de problème, dans le sens où c'est de la location longue durée qui inclut, en fait, la maintenance. Donc, on va louer le service d'utiliser la voiture et D'accord. avec tout ce que ça suppose. Donc, sur ce problème-là, il n'y a pas de problème. Sur la LOA, on va dire que il faut être très prudent par rapport à ce que contiennent les contrats. Quand on peut pas donner une réponse comme ça qui est de dire c'est bon, c'est pas bon. Généralement, les concessionnaires ils travaillent avec des banques internes et il faut Mhm. s'assurer que dans le contrat les prix ont été stipulés notamment pour l'achat parce que c'est en fait l'option d'achat qui peut poser problème dans certains cas. D'accord? Quelle est l'option d'achat et qu'est-ce que ça suppose par rapport à... Il y a des avis qui sont, on va dire, des avis un peu stricts en disant non, on peut pas faire dans un même contrat une location et une vente, mais encore une fois, c'est des avis qui sont pas majoritaires chez les ulama. Certains ulama disent que c'est possible, mais il faut que dans le contrat de LOA, Mhm. qu'il soit clairement stipulé le prix des mensualités, d'accord? Ok. Et Ouais. le prix exact auquel on va acheter le bien à la fin de la période de location et le montant et qu'il n'y ait pas de notion d'intérêt qui soit derrière. Donc sur cet aspect-là, les avis majoritaires le permettent. Et donc il faut juste, en fonction des concessionnaires, s'assurer qu'on lit bien les contrats, mais Ouais. sur le principe même, Quand, quand tu, quand tu dis il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'intérêt derrière, euh, comment tu peux le savoir en fait? À quel niveau? Qu'est-ce qu'il faut que tu regardes? Comment tu peux savoir que il y a quelque chose? bah, en fait, dans une location avec option d'achat, on va avoir un contrat qui va fixer euh, les mensualités de la location sur D'accord. 3 ans, généralement. D'accord? Et Ok. ensuite, on va te proposer, au bout de 3 ans, sous réserve De racheter le véhicule. de racheter le véhicule à un certain prix. Maintenant, ce prix-là, parfois, il n'est pas prédéterminé, il n'est pas fixe dans certains contrats. On va te dire que il dépendra euh, du kilométrage, il Mhm. dépendra De l'état de la de voiture, de la de voiture, tu vois, l'entretien, tout ça. tout ça. Mhm. Et parfois, on peut te dire aussi, parfois, tu sais, dans les contrats, il y a toujours des petits astérix Mhm. qu'il faut bien lire. Donc, c'est Des surtout surprises. c'est surtout Ouais. ces aspects-là qu'il faut vérifier. Mhm. Mais dans le principe de dire je loue une voiture et qu'à la fin je l'achète, à partir du moment où c'est clairement stipulé dans le contrat et on s'est mis d'accord sur le prix de la voiture une fois que je l'aurai acheté au bout de 3 ans, il n'y a pas de problème. Même si le prix de départ, c'est-à-dire que on peut t'annoncer un prix de départ quand tu récupères le véhicule, on t'annonce un prix de départ et on te dit voilà, au bout de ta location, tu devras rajouter tant pour pouvoir acquérir le véhicule.
Et à ce moment-là, tu sais que le prix que tu vas payer si tu achètes le véhicule à la fin sera plus élevé que le prix qu'on t'a annoncé au début. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais à partir du moment où toi tu l'acceptes et que c'est écrit dans le contrat, c'est possible. C'est bon. Oui, Subhanallah. D'accord. parce que l'option c'est un accord. Alors, dans ce cas-là, on voit bien que c'est un risque que tu acceptes de prendre et qui n'est pas lié à une situation d'incertitude. D'accord? Mhm. C'est un accord entre Tout deux est parties. défini. Tout est défini. Donc dans ce cas-là, il n'y D'accord. a pas de problème. Et cette augmentation de prix, comment elle se justifie en fait? C'est quoi? C'est le bénéfice que à la revente? Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est parce que moi j'aurais eu tendance à penser que c'était un peu de l'intérêt caché en fait, tu vois? C'est-à-dire que j'annonce le prix du véhicule à temps, tu payes tes mensualités et à la fin, si tu veux acheter la voiture, donc tu vas rajouter un certain montant, mais en additionnant le temps de ta location et le montant qu'on te demande, tu vas avoir un montant plus élevé que ce qu'on t'annonçait au début. Bah, tu le sais, hein, c'est sans surprise au début, mais cette différence, elle s'explique elle est due à quoi en fait? C'est Non, mais considéré comment? à partir du moment où dans le contrat, il n'y a rien qui stipule que c'est de l'intérêt et que le prix qu'on t'a affiché dans le contrat, toi Il tu est fier. acceptes de le payer, il Mhm. n'y a pas de surprise et c'est permis. D'accord? D'accord, très bien. Voilà. Donc, Ok. parce que c'est un contrat qui est défini entre deux parties et les deux parties, elles acceptent et on n'est pas sur un intérêt lié à à un prêt. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même être vigilant parce que certains concessionnaires travaillent avec des institutions financières et ils encadrent ce type de transaction avec des prêts cachés. C'est pour ça qu'on ne D'accord. peut pas dire, aujourd'hui, je ne peux pas te dire tous les contrats LOA sont licites parce qu'il y a certains contrats qui sont très vicieux et il y a de l'intérêt caché, comme tu l'as mentionné, mais il faut le lire et il faut le savoir. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque aujourd'hui dans la communauté, c'est qu'on n'a pas des relamas auxquels on peut se référer pour qu'ils puissent nous scruter tous les contrats des concessionnaires. D'accord? On n'a pas un charia board Mhm. qui va aller te dire le LOA de Renault, il est bon, le ROA de BMW, il n'est pas bon, le LOA de Mercedes, il n'est pas bon. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre le temps de poser la question, de demander des exemplaires du contrat, quitte à même se rassurer, Oui, ça va d'aller être voir au cas par cas. au cas, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans une configuration où on a des relamas qui peuvent scruter tout cela. D'accord. J'avais noté dans les questions que je voulais te poser, bah, que moi j'ai des enfants qui sont qui commencent à être grands. Euh, quel genre de domaine d'études serait intéressant? Parce qu'en fait, à un moment, on s'est posé la question, euh, si tu fais de l'économie pour rentrer dans un marché où la quasi-totalité des choses que tu vas avoir à gérer sont des choses qui sont en contradiction de ta religion, c'est un problème. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les domaines, quels sont les domaines dans lesquels nos enfants peuvent trouver ben, de quoi s'épanouir, je parle au niveau des études, et lié à l'économie? Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques ou est-ce que ils doivent suivre le cursus général? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Oui, alors, en fait, aujourd'hui, on est à une époque où il y a beaucoup de filières qui demain vont rechercher beaucoup de profils. Alors, la filière qui, c'est sûr, va encore rechercher du monde pendant plusieurs années, c'est la filière de tout ce qui est numérique, d'accord? Donc, le Ouais, numérique, l'informatique, le marketing digital, l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on est à court. Aujourd'hui, qu'on voit par exemple des gens comme Xavier Niel, hein, le fondateur de Free, qui a lui-même investi une école gratuite pour former des informaticiens, parce qu'il estime qu'il d'accord, manquera encore des informaticiens pendant plusieurs années. Donc après, il faut aimer l'informatique. Mais il y a l'informatique dure et l'informatique soft. Il y a l'informatique dure de dire que on parle de gens qui sont des passionnés, des codeurs, qui vont faire des développements très sophistiqués.
Mais on a Mhm. également la partie marketing digital où on a aujourd'hui beaucoup d'outils qui permettent de pouvoir générer de l'audience pour les sociétés et ça aussi bien pour dans tous les types d'industries hein, et ça reste éthique. Donc cette partie-là, pour moi, on va encore rechercher. Et sur la partie scientifique pure, la partie intelligence artificielle, on va rechercher encore beaucoup de monde. Ensuite, il y a également le domaine de l'écologie, des énergies renouvelables et de tout ce qui concerne euh, avoir lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de naître, qui sont des métiers d'avenir, qui Mhm. permettent justement de pouvoir promouvoir une société beaucoup plus écologique dans la consommation, une société de tri, et puis pouvoir apprendre un peu tous ces mécanismes-là au fil des années. Après, il y a forcément, moi, dans le domaine de la finance islamique, j'estime qu'il va y avoir un manque de ressources, un manque de Mhm. spécialistes. La France, c'est pas un bon exemple parce que aujourd'hui, on souffre du manque de volonté gouvernementale pour que ça puisse se développer. On espère que ça va venir, mais pour l'instant, c'est compliqué de dire que la France va avoir besoin de beaucoup de spécialistes en finance islamique parce qu'on est encore en train de souffrir du fait qu'on ne peut pas avoir de banque islamique dû à beaucoup de contraintes et un manque d'entrepreneuriat. Mais dans les autres pays du monde, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays du Moyen-Orient, c'est un domaine qui est en plein essor en Asie du Sud-Est. On parle aujourd'hui des fintechs. Donc les fintechs, c'est toutes ces sociétés à forte valeur ajoutée qui innovent au niveau de l'inclusion financière, qui permettent d'avoir des banques digitales à portée de main sur son téléphone où on peut gérer tout son argent, mais avec Mhm. justement des principes éthiques, de pouvoir faire des investissements justement sur des achats de terrains, de maisons, mais avec des principes éthiques, de pouvoir donc les fintechs aujourd'hui, c'est un domaine qui est en plein essor. Donc, celui qui fait une formation en économie-gestion, il peut facilement s'orienter vers ce domaine-là, Se spécialiser dans cette branche. dans cette branche-là, et puis Mhm. encourager aussi l'entrepreneuriat. Parce que je pense que il faut pas uniquement se projeter sur une logique de dire dans quelle branche je vais pouvoir travailler, et également cet aspect innovation où on peut encourager nos enfants à être des acteurs de la société en innovant des services qui vont être utiles euh, à la société de façon générale. D'accord, machallah. Josué, vite fait, parce que j'avais un milliard de questions, mais alhamdoulilah, tu as répondu à pas mal d'entre elles. Euh, on m'a posé une question tout à l'heure, j'ai vu passer la question concernant le viager. Qu'est-ce que tu en penses? Viager, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui, oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Alors c'est aussi un mode de financement qui est pas très connu. Historiquement, on parlait beaucoup du viager ouvert, c'est-à-dire que c'est un mode de financement où lorsqu'une personne âgée, elle arrive en fin de vie, donc Mhm. elle se dit que elle n'a pas d'héritier, elle habite chez elle, donc elle dit voilà, moi je vais peut-être bientôt mourir et je vais mettre ma maison en viager, donc et l'acheteur va lui donner un premier ticket qui est un apport hein, de 10 000, Mhm. 20 000 euros. Et ensuite, ils vont se mettre d'accord sur le fait que tous les mois, il va payer, par exemple, 500 euros jusqu'au décès de la personne. Donc ça, dans l'absolu, d'un point de vue purement islamique, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est une transaction D'accord. qui est basée sur l'incertitude. D'accord? Par Mhm. contre, Ouais. on a ce qu'on appelle le viager à terme. Le viager à terme, c'est très proche de ce qu'on vient de citer, sauf que là, on va cadrer le paiement de l'achat entre un début et une fin et avec un montant fixe. Donc, si par exemple la personne âgée vous dit, moi, vous allez me payer jusqu'à ce que je meure, on lui dit non. Moi, je vous achète votre bien à 100 000 euros
je vous donne, Et je vous paye 100 000 euros. et je paye 100 000 euros. Si maintenant la Mhm. personne meurt avant de finir les 100 000 euros, Tu payes ben, à son héritier. on va payer aux héritiers. D'accord. D'accord. Si on finit de payer et qu'elle n'est pas morte, eh bien là, par contre, le bien nous appartient. Elle va devoir le quitter. Ok. Ok. D'accord? Parce on aura payé l'intégralité du montant. Donc, le viager à terme, il est licite. Et effectivement, c'est également une option pour les Et le personnes qui... viager à terme, il existe en France. Ça fait partie de la législation française. C'est-à-dire que ça Oui, existe. C'est pas oui, quelque oui, chose oui, qu'on doit oui. négocier en plus. Non, non. Et parfois même, hein, parfois même, c'est tout bénef pour les vendeurs parce que il y a des personnes âgées qui cherchent à trouver des acquéreurs Mhm. et lorsque on leur propose de faire un viager à terme, ça les dérange pas dans l'absolu parce que bon, parfois la durée de remboursement du viager à terme, elle est très proche de, de son espérance de vie, quoi. Mhm. D'accord. Bah écoute, on a fait le tour. Alhamdulillah. J'ai, il y a des choses aussi dont je voulais te parler. Bon, après, je regarde vite fait l'heure. Euh, je me dis qu'au final, euh, peut-être que ce serait intéressant aussi de réfléchir créer comme des groupes de financement, en fait. Tu vois, un peu genre pépinière d'entreprise où euh, les gens, justement, les gens qui ont des sous à investir, forment un groupe et les gens qui ont des projets à monter ou qui veulent monter leur boîte ou qui viennent poser leurs projets et trouver un financement, de l'aide, etc. Et tout. Ça, c'est un truc dont on parle pas mal en ce moment entre nous parce que je me suis dit, ce serait peut-être intéressant, en fait, de réussir à mettre les gens en connexion. Je parlais tout à l'heure, tu parlais du crowdfunding, c'est un peu dans ce genre-là, mais en physique, tu vois, c'est-à-dire d'avoir une institution, une entité, une entreprise ou quelque chose de physique qui proposerait en fait ce genre de service bah, aux musulmans, mais en vérité à tout le monde, parce que cette manière de faire, elle fait du bien à tout le monde. Ce qu'Allah Ta'ala il a légiféré, c'est un réel pour l'humanité en fait, c'est pas réservé aux musulmans. Donc c'est quelque chose à laquelle je pense et on en a parlé. Parce qu'ici on a pas mal de gens, on a pas mal de commerçants, pas mal de gens aussi qui ont de l'immobilier, donc des gens qui ont du patrimoine, qui ont des moyens et c'est quelque chose auquel on pensait. Euh, ben voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Euh, j'ai essayé de prendre des notes en même temps parce qu'il y a plein de points qui étaient super intéressants. Donc j'ai essayé de prendre des notes pour retenir les points importants. Je te remercie, Djibril, en tout cas, pour le temps que tu m'as accordé. Alors, attends. Rich Muslim Club, je vais juste voir son message. Parce que dans la situation, nanana, nanana, le financement, Morabaha auprès de banques classiques, n'est-il pas de riba caché, avec un prêt intérêt entre la banque islamique et la banque classique? Donc, il dit dans la situation où 570 externalise le financement Morabaha auprès de banques classiques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, de riba, en fait, de riba caché? C'est-à-dire que la banque va te dire, ouais, t'inquiète, tout va bien. Mais dans son mode de fonctionnement, parce que elle, ça la dérange pas, elle va continuer à utiliser l'intérêt en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une très bonne question. Et par exemple, quand on prend l'exemple de la banque Shabi, c'est une banque qui n'était pas une banque islamique à la base et qui Mhm. pendant très longtemps faisait des prêts à intérêt à ses clients. Mais dans le cadre justement du lancement de leur offre Shabi Harmonis, ils ont décidé d'ouvrir des comptes bloqués où les fonds que les clients y mettent, ce sont des fonds séparés des autres. Réservé. D'accord? Subhanallah. Donc, ce D'accord. sont ces fonds-là qui ont permis de financer un certain nombre de projets immobiliers. Donc, ils ont vraiment mis une muraille de Chine, comme on peut dire, entre leurs fonds qui viennent des clients Harmonis, donc qui sont des personnes qui ouvrent des comptes, qui mettent leur salaire dessus, et cet argent-là, ils s'engagent à ne pas l'utiliser pour les prêts à intérêt.
et les utiliser pour les financements et tout leur contrôle. Donc ça, aujourd'hui, je suis pas sûr que les autres banques conventionnelles le fassent. Je propose. Je suis pas persuadé, je sais pas comment elles fonctionnent, mais effectivement, si une banque me dit que elle finance mon bien avec de la murabaha, alors que elle, ses fonds propres, ils sont basés sur l'intérêt qu'elle a fait à travers d'autres clients, je suis tout à fait d'accord, c'est du riba caché, et moi, j'irai pas dans une banque pareille. Donc, D'accord. c'est une question très pertinente. Maintenant, il est possible qu'ils aient fait la même chose, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche et je ne veux pas me prononcer. Très bien. Euh, une petite projection pour les années à venir, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que tu penses, toi, bon, tu m'as dit pour la France, on ne sait pas. C'est incertain, les gouvernements, les lois, tout ça. Maintenant, nous, avec ce qu'on gagne, si on a envie d'investir, euh, quel pays, par exemple, quel pays serait intéressant? Est-ce que l'Angleterre, c'est intéressant? Est-ce que, il y a des pays en Europe qui sont intéressants pour l'investissement ou même pour l'immobilier? J'ai vu des gens acheter de l'immobilier en Europe de l'Est ou, tu vois, en dehors de la France. Est-ce qu'il y a des endroits pour toi qui sont plus monacifs, qui sont plus adaptés, qui sont plus enclins justement à nous faciliter ça, l'investissement? Alors, je pense qu'il y a, moi, je parle en connaissance de cause parce que je suis d'origine du Sénégal, donc c'est un pays que je connais très bien. D'accord. De façon générale, les pays en voie de développement, le coût de l'immobilier est beaucoup moins élevé que en Europe, d'accord? C'est Et ce vrai. qui fait que on peut investir et avoir des retours sur investissement plus rapidement qu'en Europe, d'accord? Donc un exemple très très basique, hein. Aujourd'hui, avec 100 000 euros, on va acheter une maison euh, en, en banlieue, on va dire en province, en France, d'accord? Avec 100 Mhm. 000 euros, on peut facilement construire un petit immeuble, quoi, dans une ville au Sénégal ou dans un pays en voie de développement, tu vois. Donc c'est pour dire que le pouvoir d'achat que l'on a en Europe, ou à La Réunion, ou en tout cas dans Ça les... peut être un atout pour nous en fait. Ça peut être un Ça atout peut pour être un nous pour atout. investir. Ça peut Mm. être un atout, mais également, ça peut être un soutien pour les pays en voie de développement, parce que c'est des pays qui ont besoin d'investisseurs. C'est vrai. Maintenant, il faut être conscient, et là j'ai cité le Sénégal parce que je connais un petit peu, mais il y a beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup de pays en voie de développement qui sont à la recherche d'investisseurs, mais il faut prendre le temps de connaître l'environnement des affaires, Ouais, c'est ça que j'allais dire. de connaître les gens Mm. avec qui. Aujourd'hui, si on prend l'Asie du Sud-Est, la Malaisie, l'Indonésie, aujourd'hui, on a des grands euh, groupes qui permettent à des investisseurs étrangers d'investir sur des grands programmes immobiliers, par exemple en Malaisie, quoi, ou en Indonésie, ou par exemple, Mhm. j'ai par exemple 1000 euros à investir, je Mhm. peux investir avec Etis 1000 euros et il te propose un retour d'investissement sur un programme immobilier qui va être à peu près de 7-8%. Donc, encore une fois, c'est pas de l'intérêt, c'est 7-8% de ce que tu peux gagner. Donc, si c'est 1000 euros, tu peux gagner, par exemple, à peu près 70 euros sur 18 mois. Une fois qu'ils ont fini le projet et qu'ils ont commencé à vendre les maisons, ben, Mhm. ils vont te donner ta part de Bon bénéfice bénéf. dans Mm. la banque, tu vois. Donc, c'est des petits trucs. D'accord. Mais ça, c'est pour te donner un exemple que dans ces régions du monde-là, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui essaient de faire ce type de projet-là. Très D'accord? bien. Mais je pense que après, voilà, il faut prendre le temps de rechercher, même en local. On a également en France donc certaines campagnes où le coût de l'immobilier n'est pas très élevé. On peut pouvoir faire des petits investissements sur des biens qui sont pas chers et après pouvoir les fructifier, quoi. D'accord. Dernière question me concernant indirectement, mais en tant que converti. Il me semble que dans Sharia, tu ne peux pas hériter de tes parents non musulmans. On est d'accord ou pas là-dessus? Oui, alors c'est une question très sensible parce que
je préfère laisser la réponse à ce que tu viens de dire, c'est vrai, d'accord? Mais quand il Mhm, s'agit de donner une fatwa à une personne, les mhm. ulama, ils prennent toujours toute sa situation, tous les détails, comprendre comment vivaient leurs parents. Donc moi, pour moi, j'ai envie de dire cette question-là, il faut la gérer au cas par cas. Tu vois. En fait, je te parle de ça parce que enfin, nous, on a commencé à y réfléchir et je sais qu'il y a des dispositifs en France qui permettent justement de léguer le bien aux enfants avant d'en arriver en fait à l'étape de l'héritage. Où notamment tu gardes une jouissance du bien, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que j'ai oublié le terme. Et le bien en fait délégué, tu le reçois avant donc alhamdoulilah, tes parents sont toujours vivants. Et par contre, ils gardent une jouissance sur le bien. C'est-à-dire que le bien, alors, tant qu'ils sont vivants, ils le gardent, ils le gèrent, mais il est à ton nom, en fait. Et tu as déjà, en fait, pris le relais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Parce- c'est du leg, quoi, mais c'est-à-dire que vous passez chez un notaire Mhm. enfin, les parents décident de léguer cette partie à un des enfants. Oui, c'est possible. Ça peut Ça, être une solution. c'est une solution. Mais ça, c'est avant le D'accord. décès, on est d'accord? Oui, voilà, c'est ça. C'est en fait bien avant le décès, quand généralement quand les enfants arrivent à un certain âge, enfin nous ici à La Réunion c'est comme ça. Ça parle de voilà de partage par rapport au nombre d'enfants qu'il y a. Donc voilà qu'est-ce que les enfants vont avoir plus ou moins. Donc ça commence à en discuter. Généralement quand c'est des terrains, ça partage les terrains suivant le nombre d'enfants. Quand il y a déjà des biens, il y a un patrimoine immobilier. Donc ça s'organise et je sais que c'est quelque chose qui peut se faire en fait. Donc parce que nous étant convertis, on a été amené à réfléchir. Donc on a vu que ça pouvait être une solution justement de léguer les biens aux enfants et de garder une jouissance dessus en fait. Voilà, c'est juste ce point-là que je voulais voir. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, à La Réunion, Inch'Allah, vous avez beaucoup de mouftis et ils peuvent répondre à cette question. Non, alhamdulillah. Barakallah fik, Jibril. Merci beaucoup pour C'est le temps moi que tu qui te m'as accordé. remercie, Abdelrahman. C'était très intéressant. Ce sujet c'est un truc de fou. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à développer, il y a tellement de Ouais. choses à apprendre. Euh, enfin, là, pour moi, c'est juste un début. Je pense que je vais te solliciter à nouveau dans quelques temps. On va essayer de cibler peut-être les thèmes pour vraiment parler de choses précises et rentrer dans les détails et tout. Mais il y a énormément, parce que en fait, l'argent, il nous concerne tout le temps. C'est avec nous tout le temps. Comment tu le gagnes, comment tu le dépenses, tu l'as dit tout à l'heure. Mais il y a aussi, voilà, il y a un moment où tu n'as plus envie de payer le loyer, tu as envie de t'investir dans l'immobilier, tu as envie d'être chez toi aussi, ou même, voilà, tu fais des sous, tu arrives à coffrer un peu d'argent, tu as envie de l'investir et tout ça. Donc, c'est des questions qu'on se pose tous. Et moi, je te dis, mais mon fils aîné arrive à la vingtaine, et tu réfléchis, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux laisser, parce qu'il y a aussi cette question qui se pose. Nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, en fait, tu vois? Ouais. Euh, donc voilà, si nous on n'a pas trouvé les possibilités justement d'investir ou d'acquérir quelque chose, qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu peux laisser? Il n'y a pas grand-chose, tu vois. Donc il y a énormément de sujets. J'espère on aura pardon, l'occasion d'en reparler. Euh, voilà, moi j'ai préparé un certain nombre de questions. Alhamdulillah, tu as répondu à tout ça. Bon, il y avait un petit historique qu'on voulait faire, mais on le fera une prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah. Je te remercie. Je te Merci remercie beaucoup, Abdelrahman. grandement. Jibril, Allah te rajoute dans le bien, et puis je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci, à très bientôt. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Mashallah, je vous remercie pour votre participation. Alhamdulillah. Je suis désolé il y a des gens qui m'ont sollicité pour participer au live. C'est le premier que je fais, donc je savais pas trop les manips qu'il fallait faire. Je suis désolé, je vous ai pas introduit, il n'y avait pas de méchanceté là-dessus. C'est simplement que je savais pas si j'allais appuyer sur telle ou telle chose, qu'est-ce qui allait se passer après, donc j'ai préféré laisser les choses en l'état. En tout cas, alhamdulillah, comme il a dit Jibril, il a spécifié tout à l'heure en début de live, le prophète alayhi salam, il dit les pieds du fils de Adam.
ne bougeront pas Yom al-Qiyamah. C'est-à-dire qu'il ne sera ni vers le paradis, ni vers l'enfer jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur sa vie, à quoi il l'a consacré, sur son argent, comment il l'a gagné, dans quoi il l'a dépensé, sur sa science religieuse, qu'est-ce qu'il en a pratiqué, et son corps, dans quoi il l'a usé. C'est-à-dire que ce point de comment gagner son argent et comment le dépenser, c'est un point qui est primordial pour nous. Et c'est pour ça que j'ai jugé intéressant, important même de faire intervenir le frère. En tout cas, je vous remercie. Et j'espère qu'on aura l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, de faire d'autres lives sur d'autres thèmes comme ça. Et je m'excuse encore pour ceux qui ont posé des questions ou ceux qui ont fait des remarques et auxquelles j'ai pas répondu. Et voilà. Beaucoup de dua, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'Allah Ta'ala nous permette de vivre dans ses ordres et de réussir ici-bas et de réussir après la mort. Voilà. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.